Chers téléspectateurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la coopération entre la Chine et l'Afrique, le domaine de la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays moins développés sera mis en avant. La Chine a prouvé par sa propre expérience que l'exportation est un processus nécessaire pour le développement d'un pays. Très sensible à l'aspiration des pays les moins développés, elle leur ouvre son immense marché en invitant et facilitant leur participation à la CIIE, grand rendez-vous annuel de l'importation. Décryptage de Wang Botao depuis Shanghai. Pour le développement socio-économique d'un pays, l'exportation et la valorisation de ses produits est un processus incontournable. Comment s'y prendre? Comment faire connaître ses produits par un public étranger? La CIIE, l'Exposition internationale de l'importation de la Chine, offre une solution très intéressante, surtout pour les pays sous-développés. Dès sa première édition en 2018, la CIIE offre chaque année des stands spéciaux aux exposants des pays les moins développés. Le président chinois Xi Jinping a fait une telle promesse à la veille de l'ouverture de la première édition de la CIIE, avant d'ajouter que la Chine augmentera ses importations depuis l'Afrique, surtout de produits non liés aux ressources naturelles. La Chine honore ses engagements comme d'habitude. Selon les chiffres officiels, en 2022, 32 pays les moins développés du monde ont été présents à la 5e édition de la CIIE. Les autorités chinoises leur ont offert 104 stands d'exposition gratuits, soit le double de l'année précédente. À part l'exemption des frais de stand, d'autres mesures concrètes, comme le dédouanement rapide, ont été prises pour encourager et faciliter la participation des pays les moins développés à la CIIE. Le Bénin est parmi les bénéficiaires. Le 3 novembre, une tonne d'ananas en provenance de ce pays de l'Afrique de l'Ouest a débarqué à Shanghai pour être présenté à la 6e CIIE. C'est le premier lot de produits frais béninois à arriver sur le marché chinois après l'entrée en vigueur d'un protocole entre les deux pays en septembre dernier. Le Bénin n'est pas le seul pays bénéficiaire. 15 espèces de fruits de 8 pays africains peuvent se vendre désormais sur le marché chinois. En invitant et facilitant la participation des pays les moins développés à la CIIE, la Chine ouvre son immense marché à ces pays qui ont un besoin ardent de s'enrichir par l'exportation. Que ce soit les tapis de l'Afghanistan, le thé du Laos, les avocats du Kenya, le café de l'Éthiopie ou les ananas du Bénin. La présence à la CIIE fait booster leurs ventes en Chine. Outre les chiffres d'affaires directs, les pays les moins développés gagnent aussi beaucoup sur leur influence et popularité en Chine et dans le monde. Car la CIIE est un rendez-vous annuel qui rassemble quelques 300 000 visiteurs et 2000 journalistes. Rien que la présence fait une publicité énorme pour les pays, les entreprises et les produits exposés. On se souvient encore qu'en 2019, quand le président chinois Xi Jinping s'est rendu sur place avec plusieurs autres chefs d'État, il s'est arrêté au pavillon de la Tanzanie et a fait l'éloge des cajous tanzaniens. Un petit geste, mais très symbolique. Vous vous demandiez pourquoi la Chine a cette volonté de soutenir les pays les moins développés à l'occasion de la CIIE. Les raisons sont multiples et sincères. D'abord, la Chine considère que tous les pays sont égaux et que la solidarité entre eux est nécessaire pour un monde meilleur. Pour une plateforme comme la CIIE, la Chine, en tant qu'une grande puissance économique et pays organisateur, se sent la responsabilité morale d'aider les pays les moins développés, de ne pas les laisser pour compte. Ensuite, la Chine a prouvé par sa propre expérience que l'exportation est un processus nécessaire pour le développement d'un pays. Il y a quelques décennies, la Chine était aussi parmi les pays sous-développés.
Elle comprend très bien l'aspiration et le combat de ces pays pour le développement et la prospérité. Et si l'occasion se présente, elle n'hésite pas à soutenir les pays qui en ont besoin. Troisièmement, les Chinois sont curieux pour le monde extérieur et ils sont ouverts aux bons produits du reste du monde, qu'il s'agit des produits frais des pays les moins développés ou des produits sophistiqués des pays industrialisés. La volonté de la Chine d'aider ces pays ne peut donc être plus sincère. Avec le soutien inébranlable de la Chine, les pays les moins développés ont raison de croire à un meilleur avenir. La région autonome Hui de Ningxia est un point important de l'ancienne route de la soie reliant le centre de la Chine aux contrées occidentales. Dans ce contexte, la rencontre des civilisations le long de ces routes commerciales a formé une culture culinaire riche et inclusive, souvent décrite comme fusionnant rudesse et finesse. Dans cet épisode, nous mettons le cap sur la région autonome Hui du Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine. Point important de l'ancienne route de la soie reliant le centre de la Chine aux contrées occidentales, c'était un relais de poste inévitable sur la section nord de celle-ci. Dans ce contexte, la rencontre des civilisations le long de ces routes commerciales a formé une culture culinaire riche et inclusive, souvent décrite comme fusionnant rudesse et finesse. En Chine, il existe une vieille expression qui dit que le fleuve jaune fait la richesse de la région du Ningxia. Et comme c'est une région qui est traversée par le fleuve jaune et bordée par les monts Helan, son climat est souvent comparé à celui du sud du fleuve Yangtze. Mais alors, que mange-t-on lors d'un premier voyage au Ningxia? Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un restaurant qui rassemble quelques-unes de ses spécialités les plus authentiques et les plus typiques. J'espère que vous avez faim. Chef Tu, voilà une table bien fournie. Est-ce une particularité de la cuisine du Ningxia? Les caractéristiques de la cuisine du Ningxia s'expliquent par l'environnement géographique unique de la région. Là-bas, Hui et Han vivent ensemble de longue date et cela a donné une cuisine spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter des plats essentiellement à base de bœuf et de mouton. Le premier est l'agneau bouilli que l'on mange avec les mains. C'est l'un des 10 plats classiques de la cuisine du Ningxia. Ce plat a une histoire millénaire dans le nord-ouest de la Chine. Je vais d'abord essayer ça. D'accord, Étant donné le nom, je me sers sans ustensile. je vous en prie. C'est délicieux, la viande est savoureuse, très tendre, fondante en bouche. Au Ningxia, il s'agit essentiellement d'agneaux tan produits dans le district de Yanshi, son lieu d'origine. Par rapport au mouton du Xinjiang, il est plus délicat et à meilleur goût. Il n'a aucune odeur désagréable. Vous confirmez? Tout à fait. C'est parce qu'une vingtaine d'herbes médicinales chinoises poussent à Yanshi et l'eau y est riche en sel inorganique. Un dicton local dit que les moutons du Ningxia mangent des herbes médicinales chinoises et boivent de l'eau minérale. Ils sont en très bonne santé. Oui, c'est ça. Au Ningxia, le mouton est délicieux, mais le bœuf l'est également. Ce plat est une autre spécialité de la région. C'est très joli. Il s'appelle côtelette de bœuf avec pain torsadé. Ce bœuf est produit dans le district de Tingyuan. Il a été labellisé produit d'indication géographique protégée de Chine. Il est riche en protéines, pauvre en graisse et son goût est excellent. Goûtez. C'est un gros morceau. C'est délicieux. Ah, c'est super bon. Comment fait-on ce plat? Avec des côtelettes de bœuf de Tingyuan. Après les avoir coupées en petits morceaux, on les fait sauter avec de la pâte de fraise pimentée. Puis on fait cuire. Enfin, on sert le tout accompagné de petits pains torsadés. Après le bœuf et le mouton, goûtez à cette tête de carpe accompagnée de beignets chinois. Quelle énorme tête! Quel poids avait le poisson? Environ 7 kilos. À partir de carpes à grosse tête du lac Sha, un lac naturel situé dans le district de Pingluo. C'est un endroit très intéressant.
On y trouve une île désertique. Son eau est très claire et non polluée. Les carpes à grosse tête sont abondantes là-bas. Dans cette région, ce plat est très populaire. D'abord, on fait mariner la tête de poisson avec du poireau, du gingembre et du vin de cuisine. Après, on blanchit à l'eau bouillante avec du poireau, du gingembre et une sauce maison. Quand le tout est porté à ébullition, on verse des légumes, comme des piments verts, de la coriandre et du céleri. On laisse mijoter pendant une demi-heure pour que le poisson absorbe les saveurs. On fait réduire la sauce à feu vif et on dresse. Enfin, ajoutez du piment lanterne et la ciboulette et c'est prêt. Merci, chef Chu, de nous avoir présenté tant de plats typiques du Ningxia. Le riz est une céréale très appréciée à Madagascar. La technologie du riz hybride, brevetée par la Chine, a contribué à améliorer les revenus des agriculteurs malgaches. Un bel exemple de coopération agricole respectueuse des sols et de ceux qui les cultivent. Madagascar, un pays qui consomme au quotidien du riz et fait de ce céréale un produit de consommation principale. La culture du riz est une tradition. Mais les Malgaches sont aussi attachés à leur terre et la biodiversité. La culture du riz hybride a préservé cette nature et cette biodiversité malgache. La Chine et Madagascar ont développé ensemble la promotion de la culture du riz hybride pour arriver à bousculer la production rizicole malgache. Mais pour mieux comprendre cette coopération entre la Chine et Madagascar sur le riz hybride, nous vous emmènerons au cœur du centre du projet avec le concours de la société Yuans Madagascar. Pour expliquer le développement du riz hybride à Madagascar, nous nous sommes déplacés ici à Maïtz afin de venir à la rencontre des paysans et aussi des techniciens qui développent le riz hybride à Madagascar. À 32 km de la capitale Antananarive, Maïtz est une ville de paysans, majoritairement agriculteurs et éleveurs. Nous nous sommes rendus dans ce centre pilote de riz hybride, fruit de la coopération sino-malgache. Hu Yofa, expert en riz hybride, nous explique l'intérêt capital de la culture de cette variété de riz. Depuis le lancement à Madagascar de la formation sur la pratique de riz hybride au profit des techniciens de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, aucun impact négatif de la technique de riz hybride n'a été constaté, ni sur les sols, ni sur les riziculteurs. Dina et Edmond, deux paysans agricoles, ont développé le riz hybride depuis maintenant 4 ans. Ils sont fiers de cette coopération sino-malgache. Avec un rendement élevé, leur champ de culture reste le même. La culture de riz hybride a l'avantage d'apporter des récoltes considérables, même sur de petites superficies de rizières. La culture n'est pas complexe et la méthode ne diffère pas, outre mesure, de celle des autres variétés de riz classique. En revanche, en termes de récolte, la production de riz hybride est le triple de nos rendements habituels sur les variétés classiques. En termes d'environnement, la culture de riz hybride n'a aucun effet négatif sur les sols des rizières. Bien au contraire, elle revitalise les sols, d'autant plus que si vous adoptez les bonnes techniques d'utilisation des engrais biologiques, et c'est ce qui nous a convaincus d'adopter cette culture. Nous avons décidé de changer un peu de la riziculture traditionnelle. En somme, la coopération entre la Chine et Madagascar apporte des bénéfices considérables au profit de la population malgache. Elle ne touche pas uniquement le volet alimentaire, puisqu'elle a songé à préserver également l'écologie et la biodiversité chère aux citoyens de la Grande Île.
C'est ainsi que prend fin notre émission d'aujourd'hui. J'espère que cette édition vous a éclairé davantage sur les relations sino-africaines. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et un bon week-end.